maintenant, on va créer le jeu. On va créer le jeu, c'est-à-dire que vous allez pouvoir créer une application autonome. On va faire un standalone, on appelle ça un standalone, c'est-à-dire une application Mac, PC, Linux, pour que vous pourrez distribuer et envoyer à quelqu'un sur le net ou installer sur n'importe laquelle de ces trois plateformes. Alors pour ce faire, on va d'abord ici aller dans la fenêtre Build Settings. Et donc dans Build Settings, vous allez, alors la première opération à faire dans la fenêtre de construction, c'est d'ajouter la scène qu'on vient de créer. Donc soit vous faites Add Open Scene, c'est-à-dire qu'il va ajouter la scène sur laquelle nous sommes en train de travailler, qui par défaut est la Sample Scene, qui a été fournie par Unity. Vous avez deux façons de faire ça. Soit vous le faites donc comme je viens de le montrer, soit vous allez la chercher dans votre arborescence, elle est ici, dans le dossier scène, et vous la posez, Sample Scene, dans la fenêtre des scènes. Vous pouvez en mettre plusieurs. Si vous avez créé un jeu à plusieurs niveaux, ça on verra après les fonctions de changement de niveau, vous devez mettre tous vos niveaux dans cette fenêtre-là, dans l'ordre dans lequel vous allez passer de l'un à l'autre. Parce que quand vous allez jouer, il va faire un préload du jeu suivant dans cette arborescence-là, pour gagner du temps au chargement. Alors, on va choisir la plateforme. Alors la plateforme, là en l'occurrence, on est par défaut sur les standalone, donc PC, Mac, Linux, mais vous pourriez choisir tvOS, PS4, iOS, Xbox One, Android, WebGL, etc. Pour peu que vous ayez chargé les plugins. C'est-à-dire quand vous installez Unity, vous pouvez charger toutes les extensions qui permettent d'exporter sur une de ces consoles-là. Donc on va revenir sur Mac, PC, Linux Standalone et on va choisir, alors là en l'occurrence comme je suis sur Mac, je vais choisir Mac OS X. Si j'avais installé les modules PC et Linux, je pourrais choisir un de ces autres modules. Et si vous êtes sur Mac, vous pouvez exporter pour PC ou pour Linux, c'est réciproquement. Donc là, c'est presque prêt. Dernier élément, on va aller dans les Player Settings, ici. C'est relativement important pour paramétrer les réglages du player, de la petite application qu'on va faire. Et là, je vous conseille, c'est pas essentiel, c'est pas nécessaire quand vous débutez, mais c'est sur le long terme, ça aide, d'informer la compagnie name. Si vous avez l'intention un jour de distribuer votre projet sur Apple Store ou sur Google Play, il faut que vous ayez créé administrativement sur leur site un compte avec un nom de compagnie. Moi, c'est No Museum. Voilà. Et ici, le product name s'appelle Demo No Museum. Et là, vous pouvez ici mettre un icône de bureau. C'est-à-dire choisir dans les images que vous avez à l'intérieur de votre projet l'icône qui va apparaître sur le bureau lorsque on démarrera le jeu. Donc en l'occurrence, pour l'instant, j'ai aucune image, donc je vais juste prendre ce petit icône-là comme icône de bureau. Et c'est tout. On va maintenant revenir au Build Settings et on va lancer la fabrication de notre scène. Donc je fais Build and Run. Je choisis, je vais l'appeler Demo No Museum. Voilà. Et je choisis un dossier dans lequel je vais le mettre. Donc je vous conseille de créer, alors par défaut il s'est mis aux parents du dossier asset, parce qu'il vaut mieux éviter de sauver un player dans le dossier asset. Ça peut créer des bugs, une espèce de feedback qui fait bugger l'application. Donc je vous conseille de créer un dossier player à cet endroit-là, voilà, et de le sauver à l'intérieur. Et à partir de maintenant, voilà, lorsque je vais faire Save, il va démarrer la compilation, c'est-à-dire il va commencer à compiler tous ces éléments-là qu'on a mis en scène, toute cette mise en scène d'objets cyberspatiaux. Voilà, il compile, vous voyez, ici, il est en train de compiler tous les objets qu'il trouve pour en faire un seul et même objet, qui sera l'application. Voilà. Et alors une fois qu'il aura
quand il aura fini de faire tout ça, il va démarrer automatiquement le player, hein, puisque j'ai fait build and run. J'ai pas fait juste build, j'ai fait build and run. Donc il va enregistrer le player. Alors le player, on peut aller le voir pendant qu'il est en train de faire ça. Ça se passe... voilà, on va aller dans le dossier démo No Museum, qui est là. Ouvre-toi. Voilà. Là, j'ai mon dossier Players. Et là, pour l'instant, il n'y a rien, parce qu'il n'a pas fini. Et d'ici quelques secondes, on devrait voir, il est apparu. Donc le voici, avec son icône, Demo No Museum. Hein, le voilà. Et là, normalement, il est censé me l'avoir démarré dans une fenêtre. Alors, je ne sais pas où il est. Non, il ne me l'a pas démarré. Bah, je vais le démarrer. On clique 2 fois dessus. Tac. Voilà. Et là, j'ai mon premier jeu. Hein. en bonne définition qui apparaît. Et il est fonctionnel. C'est-à-dire l'ensemble des paramètres fonctionnent. Donc voilà. Donc ça, c'est la fin de, cette première partie du tutoriel consacré à Unity. Si vous appuyez sur la barre d'espace, la caméra saute et puis plusieurs fois elle se met à monter très haut. Voilà. Hein. Tac. Voilà. Hop. F. T. On va venir en smooth. Voilà. Donc tous les paramètres fonctionnent. Et ah oui, vous avez un déplacement latéral que j'ai mis en U et O. C'est-à-dire vous pouvez ajuster un léger déplacement latéral hein, grâce aux touches qui sont de part et d'autre de I et K qui permettent de braquer la caméra subjective. Ça c'est la caméra plan large hein, qu'on a vu tout à l'heure, la main caméra. Voilà. Donc on va quitter, commande quit sur Mac pour quitter, et je reviens sur, voilà, sur mon projet Unity. Et nous allons maintenant passer, alors là, attendez, donc la suite, alors la suite de ce tutoriel, donc ça c'est comment charger une caméra très simple, et je vous ai proposé, je vous ai préparé, je vous ai fabriqué un modèle de No Museum. C'est-à-dire aussi pareil pour que vous puissiez gagner du temps dans la construction de votre propre environnement. J'ai fabriqué un prototype très simplifié aussi et pédagogique hein, qui va vous permettre déjà d'avoir les bases pour fabriquer un No Museum. Alors on va le charger dans le même projet. On pourrait faire un nouveau projet. On va le charger dans le même projet, ça devrait fonctionner. Donc pareil, vous allez aller le télécharger sur mes serveurs à l'adresse indiquée dans le tutoriel. Et une fois que vous l'aurez téléchargé, vous allez chercher ici dans votre dossier package, hein, vous faites import package, custom package, et on va aller chercher le modèle de No Museum, hein, avec la date qui va sans doute varier avec le temps. Donc vous allez chercher le modèle de No Museum, voilà, et il va vous importer un niveau du No Museum complet, voilà, hop, et il va, vous voyez, vous allez voir apparaître une nouvelle scène, hein, en plus des scènes actuelles normalement, qui sera ce niveau de No Museum. Alors pareil, ce niveau de No Museum va vous permettre, ça sera une base pour vous permettre, de créer ce que vous voulez. Alors vous voyez, l'arborescence est largement enrichie, donc c'est tout un tas d'éléments qui sont dans mon dossier No Museum Assets, hein. Et vous avez ici, dans les scènes, une nouvelle scène qui vient d'apparaître, qui est le modèle de No Museum. Donc on clique 2 fois dessus, il me demande si je sauve la scène précédente, oui. Voilà, et il vient d'ouvrir voilà, mon No Museum.
Alors, on va faire un truc, on va juste changer un petit peu l'organisation de l'interface, ce qui va simplifier, accélérer un peu la visu quand les projets commencent à devenir lourds. Je vous conseille de prendre la fenêtre de Game, c'est-à-dire de ne pas avoir simultanément ouvert à l'écran la fenêtre, surtout si vous n'avez pas une machine très puissante, la fenêtre Game et la scène, hein, la scène de travail. Donc moi je la mets, la fenêtre Game en signet de la fenêtre Scene. Hein. Et ce qui fait que donc le processeur n'a pas à calculer simultanément les deux scènes en même temps, ce qui fait gagner quelques millisecondes, voire des secondes, quand les projets sont très, très lourds. Alors, je vous montre comment est fait le NoO Museum. Ce prototype de NoO Museum, vous avez en arrière-plan une skybox. Hein, on va juste, je vais vous montrer ce que c'est la skybox, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une image cubique, c'est les 6 faces d'un cube qui sont jointifs et qui fabriquent un ciel, hein, qui est rapide à calculer par le processeur. Un ciel qui est à l'infini, on ne l'atteindra jamais. Et puis, j'ai fait 3 passerelles. J'ai fabriqué 3 objets, hein, qui sont les passerelles. Voilà. Il y a une passerelle en long, une passerelle carrée et une passerelle triangulaire qui permet de faire des embranchements. Voilà. Et donc c'est comme un Lego, hein, ces 3 éléments-là sont un peu à l'image de mon propre NoO Museum et vous permettront, en analysant comment ces objets sont faits, de pouvoir personnaliser vos textures et puis recréer avec un logiciel de modélisation comme Cinema 4D ou Maya ou Max, de créer vos propres, ou celui de Google aussi, qui est très très bien, là. Enfin, de créer vos propres objets, SketchUp. Alors, ce qui est important dans cette scène du NoO Museum, c'est qu'elle a déjà la même caméra intégrée, hein, le même modèle de caméra. Donc si je fais play, voilà, je peux me déplacer donc sur cet univers-là. Alors faites attention de ne pas tomber, hein, parce que j'ai pas mis de barrière invisible sur les côtés. Et j'ai mis un certain nombre d'objets qui vont vous servir, en les observant, en les analysant, à pouvoir créer les vôtres. Donc là, c'est juste une image. Vous voyez le point, l'une de mes images de Cyberpunk's Not Dead, le point qui est là, tourne avec la caméra. Hein. C'est un billboard, il s'appelle billboard dans l'arborescence, et il est orienté, il réagit en fait en rapport avec l'orientation de la caméra. Celui-ci, c'est une séquence animée, c'est en fait un diaporama qui alterne plusieurs images. Ici, vous avez ce bloc-là. J'ai percuté la petite sphère qui fait du bruit. Voilà. Vous voyez, ce cube posé par terre est en fait un déclencheur que j'ai appelé On-Trigger Enter. Hein, on y reviendra. C'est un déclencheur en fait qui permet de faire apparaître ou disparaître un objet selon qu'on roule dessus. Là, vous avez un autre déclencheur qui fait apparaître, vous voyez, c'est un genre on-off, c'est-à-dire quand on n'est pas dessus, on a 2 objets qui sont là, et dès qu'on le déclenche, il change de couleur, et un autre objet apparaît. Donc c'est pareil, si vous les analysez, c'est ce objets que je mets là de base, qui vous permettent de construire vos propres dispositifs. Et au fond, j'ai mis un exemple d'image, hein, avec son support, c'est-à-dire que c'est une image à 2 faces. Hein, c'est une des images de ma reconstitution des tableaux des Ménines de Velázquez. Et en arrière-plan, vous voyez, elle a un arrière-plan. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir qu'en 3D, les objets n'ont qu'une seule face. Donc les quads, en particulier, qui sont fournis avec le logiciel, ne vous permettent d'afficher qu'un seul côté. Et là, je vous ai fourni un support, un polygone à 2 faces, en fait, qui vous permet d'avoir une face pile et une face face. J'ai mis aussi, alors comme objet, vous avez un téléporteur, le téléporteur qui est tout au bout là-bas, qui est là. Voilà, ça c'est un téléporteur qui va, quand vous le déclenchez, vous êtes téléporté un peu en altitude au-dessus. Voilà. Là, on est sur une plateforme qui est en altitude. Voilà. Et je vous ai fourni aussi, au bout là-bas, un changement de niveau. C'est-à-dire que quand vous percutez ce cube, vous rechargez. Alors là, en l'occurrence, il est informé pour recharger ce niveau-là. Hein, il tourne en boucle, mais vous pourriez recharger un autre niveau en informant ces variables. Donc là, en l'occurrence, dès que je vais le percuter, on va faire un reload et on se retrouve
au point de départ de tout à l'heure. Et vous avez un reload aussi en bas, c'est-à-dire on ne le voit pas, mais il y a un cube invisible, ce qui fait que si je tombe, et ben, quand je vais le percuter, voilà, j'ai fait un reload. Vous avez aussi, alors ah oui, de la vidéo, c'est-à-dire ici, j'ai mis un déclencheur qui permet de déclencher, de faire apparaître et déclencher une séquence vidéo, un objet avec une séquence vidéo, voilà. Et là, j'ai mis un autre déclencheur qui est un on-off pour démarrer ou arrêter un affichage vidéo. Vous voyez, donc là, on voit la vidéo tourner, et puis dès que je sors du déclencheur, la vidéo s'arrête. Donc ça va vous permettre de présenter des vidéos. Alors il faut analyser, hein, il faut analyser comment on va le regarder. Et là, vous avez cet objet, il est tout le temps, pareil, il est braqué vers la caméra. Il réagit avec la caméra, c'est-à-dire selon l'orientation de la caméra, il va tourner, hein, il est asservi par la caméra. Voilà la majorité des objets déjà de ce premier niveau. Et on va regarder un peu comment certains de ces objets-là fonctionnent, hein, vite fait maintenant. Donc je sors du mode player. Et là, je vais, par exemple, on va regarder la première chose, c'est la skybox. Comment fonctionne la skybox? Alors, important, je vais vous fournir dans un autre lien un générateur de skybox pour cinéma 4D, c'est-à-dire une application qui permet de fabriquer, hein, de répartir les images. Alors on va regarder, vous allez comprendre. Je vais dans la... on va regarder ici dans le dossier Assets, dans mes No Museum Assets, et je dois avoir un dossier texture. Je vais avoir un dossier texture par là. Texture No Museum, voilà. Et dans le dossier texture, un dossier Skybox. Dans le dossier Skybox, vous trouverez plusieurs objets. Les différentes textures, les images, en fait, toutes les images du cube, les 6 images du cube, qui sont, vous voyez, référencées, numérotées de 1 à 6. Et en fait, vous avez un objet matériel, ici, les matériaux. Et donc, c'est un matériau qui est ici, dans les paramètres du shader, est une skybox. Hein. Et donc, vous avez plusieurs modèles de skybox. J'ai choisi la Seaside pour l'instant, hein, parce qu'elle a une possibilité d'ajustement ici en rotation, entre autres. C'est-à-dire que je peux faire tourner, vous voyez ici, l'orientation de ma skybox dans l'espace. Et là, vous avez les 6 textures qui sont nomenclaturées ainsi, front plus Z, back moins Z, hein, donc ça correspond à chaque face du cube. Et mon générateur de skybox respecte cette nomenclature-là. Donc il va avoir spontanément, il va générer de 1 à 6 textures qui vont aller dans cet ordre-là, de façon, parce que sinon c'est un vrai casse-tête de savoir quelle face du cube est où, dans l'organisation, dans la logique, qui peut varier d'ailleurs, hein, d'un logiciel à l'autre, de l'affectation des 6 fenêtres de la skybox. Alors où est-ce qu'on règle la skybox? Comment on affecte une skybox? Ça se passe ici dans le menu Render, c'est-à-dire que vous avez un menu Windows Rendering, hein, et Lighting Settings. Et donc dans Lighting Settings, vous avez ici, vous informez ici, il attend un matériau ici en Skybox Material. Donc, vous voyez, ma Skybox est là. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez en télécharger sur l'Asset Store, c'est-à-dire sur le magasin Unity. Alors je vous montre aussi où est l'Asset Store, si je ne vous l'ai pas déjà montré. Hein, c'est-à-dire ici, vous chargez l'Asset Store. Et c'est un magasin Unity où vous pouvez acheter ou télécharger des objets gratuits. Hein. Il y a des milliers d'objets payants ou gratuits, et en particulier, vous pouvez aller chercher des skybox différentes et pour les installer dans votre projet. Voilà. Donc là, je me suis retrouvé sur l'Asset Store, et par exemple, si je fais une recherche, alors moi, ce que je fais en général pour l'Asset Store, je reste pas dans la fenêtre, je ne reste pas dans la fenêtre de Unity, parce que c'est pas très pratique. Je sors l'Asset Store de l'interface de façon à avoir un affichage un peu plus grand de l'Asset Store. Voilà. Ce qui me permet ici de mieux voir l'ensemble des icônes, et on va faire une recherche. Alors là, comme je suis en 4G, je suis un peu à genoux au niveau du réseau, hein, donc c'est un peu lent. Mais je vais chercher par exemple Skybox.
hein, puisqu'on est en train de parler de ça. Voilà. Et vous allez trouver, normalement, voilà, il propose, il nous propose plein de skybox. Une infinité de skybox, dont certaines sont gratuites, et puis dont certaines vont jusqu'à... alors ça, c'est un générateur de skybox, donc c'est normal qu'ils soient un peu chers. Sinon 7 euros, 4 euros, voilà. Donc ça, c'était le principe de l'Asset Store, hein, ça vous permet déjà d'enrichir pas mal de choses. Moi, je m'efforce en général de créer mes propres objets. C'est plus, on va dire, éthique ou puriste, hein, au niveau artistique. Mais il m'arrive quand même deux fois de tout simplement acheter ou télécharger un objet 3D qui est complexe et qui me demanderait trop de temps à développer et qui est soit libre de droit, soit dont j'achète les droits sur Internet. En particulier sur, par exemple, TurboSquid, qui est aussi une autre store assez ancienne, ça s'appelle TurboSquid, et on peut acheter pas mal d'objets, et j'ai même mis des objets à vendre d'ailleurs. J'ai une caméra à vendre sur TurboSquid. Alors j'en étais où? Donc là voilà, donc là vous avez compris le principe du No Museum. Je vous ai fait le tour, je vous ai montré la Skybox. Je vais vous montrer aussi comment sont structurés certains objets. C'est-à-dire, on va prendre par exemple un Trigger Hunter, on va prendre un Trigger Hunter Teleport. Alors, les noms que j'ai donnés à mes objets, c'est souvent lié au script. Hein. Donc, par exemple, on va prendre un Trigger Hunter Active Object plutôt. Hein, cet objet-là. Donc, si je clique deux fois dessus, je zoome. Donc, c'est ce cube-là qui va faire apparaître une capsule. Donc, OnTriggerHunter est composé de deux objets. L'objet à activer. Hein, j'ai fait en sorte d'être plus ou moins pédagogique pour vous simplifier la vie dans l'analyse de chacun de ces objets-là. Et ici, le déclencheur, hein, celui qui va activer l'objet. Donc, en l'occurrence, dans comment on va dire, cet objet, celui qui est informé, celui qui est scripté, c'est le déclencheur. Et dans le déclencheur, vous avez un script ici qui est OnTriggerHunter Active Object. Hein, c'est-à-dire au moment OnTriggerHunter, c'est-à-dire au moment où on touche l'objet, activer tel objet. Hein, c'est comme ça qu'on peut traduire sa signification. Et donc ici, dans nom d'objet, vous mettez l'objet à activer, en l'occurrence qui est cet objet-là. Hein. On va juste regarder comment est fait ce script, que vous compreniez l'ampleur des dégâts, si je puis dire. Alors, je reviens dans le monde, juste pour que vous compreniez, parce que si vous commencez à créer les vôtres, hein, vous pouvez recopier ce script ou dupliquer ce script dans d'autres objets. Il y a une fonctionnalité très importante dans les déclencheurs à connaître. C'est ici, vous voyez, le box collider, c'est-à-dire que mon cube, le cube qui va servir de déclencheur, je dois, dans la composante box collider, hein, dans la détection de collision, je dois impérativement activer isTrigger. C'est-à-dire isTrigger, c'est une fonctionnalité qui dit cet objet n'est plus un objet, une simulation d'objet réel avec seulement une détection de collision, c'est un objet qui sert à déclencher un programme, qui sert à déclencher un script. Et pour cela, il faut que cette fonction isTrigger est activée. À partir de ce moment-là, l'objet cesse de bloquer, c'est-à-dire qu'il devient comme s'il était physiquement transparent, mais il va envoyer une information au script. À chaque fois que un objet va le traverser, que ce soit le player ou un autre, à chaque fois qu'on va le traverser, à chaque fois qu'il va détecter une collision avec un objet, il va lancer le script qui est associé, hein, en l'occurrence qui est ce script-là. Donc je répète, c'est très important, c'est souvent une erreur qu'on fait quand on débute, c'est qu'on oublie, quand on crée un objet déclencheur, d'activer isTrigger ici. Et donc on affecte le script. Hein, pour affecter un script, on va le faire. Je vais vous montrer. Donc le script, c'est celui-ci. Hein, vous voyez, quand vous cliquez sur un objet dans les arborescences, en général, il vous montre où il est dans l'arborescence de l'asset, hein, du dossier asset. Quand vous vous retrouvez assez rapidement à avoir des milliers d'objets, ça aide pas mal, ce genre de fonctionnalité-là.
Et donc, on sait que ce script est ici, hein, c'est ce script-là. Donc je vais l'effacer. Pour l'effacer, ça se passe ici. Je fais Remove Component, donc il a disparu, voilà. Et donc à partir de là, cet objet ne va plus rien faire. Hein. C'est-à-dire si je le traverse, il déclenchera rien du tout, puisqu'il n'a pas de script, même si isTrigger est activé. Et là, comment on utilise un script? C'est tout bête. Je prends le script, hein, je le sélectionne, et je vais le poser dans mon objet. Alors soit je le pose ici dans la fenêtre direct, hein, toc. Donc là normalement il est revenu, voilà, il est là, onTrigger Enter. Soit je le sélectionne ici, onTrigger déclencheur, c'est le déclencheur que je sélectionne, et je le prends et je le pose ici, dans le bas de la fenêtre. Donc il apparaît. Donc ça, c'est une autre façon d'affecter un script. Et là, il faut que je l'informe, hein, c'est-à-dire que le script, alors je l'ai mis 2 fois, donc on va le supprimer. Voilà. Donc le script, il faut l'informer. Donc ici, dans cette fenêtre, il faut que je lui dise quel est l'objet. Alors soit l'objet, je vais le choisir ici. Vous voyez, si vous cliquez sur la petite fenêtre ici, il va vous lister tous les objets disponibles dans la scène pour faire cette opération-là. Soit, tout bêtement, je le prends, objet activé, hein, et je le pose dans la fenêtre à informer. Donc là, vous voyez, mais ça, c'est inscrit dans la fonctionnalité du script. Et donc là, le script va faire apparaître cet objet-là. On va juste le faire pour le fun, hein, et juste pour vérifier que tout fonctionne bien. Et donc là, je vais le mettre en smooth follow, voilà. Et là, quand je vais percuter voilà, ça fait apparaître la capsule. Et on va juste jeter un œil pareil pour vous familiariser avec les scripts, mais pensez bien que là, pareil, moi, j'ai pas écrit ce script, hein, c'est-à-dire que j'ai été récupérer des scripts qui m'ont servi de modèle pour paramétrer cette fonctionnalité-là. Donc là, il y a, juste, je vous explique en haut, c'est l'espace informatique, hein, on va dire, dans lequel ce script doit s'exécuter, l'espace informatique propre à Unity. Hein, et donc ça, c'est des indications que ça se passe dans tel espace informatique avec tel type de fonctionnalité. Il y a plusieurs espaces, on va dire, de programmation dans Unity, et donc certains ordres, certaines commandes ne marcheront pas si on n'a pas informé dans quel espace cela se situe. Ensuite, ici, c'est très important, public class, onTrigger Enter ActiveObject, c'est le nom du script. C'est comme on est en C#, hein, le langage de programmation actuel utilisé par Unity, c'est du C#. Il a besoin que chaque script doit avoir son nom propre. Donc en l'occurrence, le nom de ce script, hein, c'est onTrigger ActiveObject, et vous le trouvez ici. Souvent, une erreur, c'est de ne pas avoir le même nom, hein, entre cette commande-là et ici, et du coup, ça ne marchera pas. Et ce qui est important ici, voilà, the voice start, c'est-à-dire démarre le script, et on a, voilà, si l'objet, alors voilà, c'est juste ça, c'est intéressant, if player game object a le tag player, hein, if player game object a le tag player, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous avais montré pour la caméra que ici vous avez une fonction tag, et donc ce script fait en sorte que l'objet qui est là, qui apparaît, n'apparaîtra que si c'est la caméra qui le percute, c'est-à-dire que si c'est le player. Donc le player, c'est ma caméra, donc on va la chercher, elle est où ma caméra? Et elle est ici, hein, et donc ma caméra principale, voilà, nos caméras simples. Ici, vous voyez, dans les tags, j'ai activé le tag player, donc les logiciels, les programmes, savent que, les scripts, du coup, savent que cet objet-là s'appelle player. Et donc, ce script, dans le script qu'on vient de voir, ne se déclenchera que si c'est un player qui percute le cube. Ce qui évite, par exemple, si je lance des bouquins, lance des sphères, que la sphère ne déclenche par le contact l'apparition. Si vous voulez le désactiver, il faut virer cette commande. Hein, ici, if player game object tag player, qui limite la détection de collision aux tags, aux objets ayant le tag player. Et là, vous voyez, no object, c'est la variable qui est ici. Ici, je lui ai dit, ouvre-moi une fenêtre de variable qui s'appelle no object, et si un player collide, percute cet objet,
tu rends actif, noObject set active, tu rends active, enfin la fonction cet objet est active est vraie. Hein, c'est rend actif l'objet qui s'appelle noObject, hein, qui a été informé ici. Bon voilà, on ne va pas s'attarder sur les scripts, c'était juste une très légère et très rapide initiation. On va revenir à notre nomuseum. Et donc, déjà on a vu pas mal de choses. Donc vous avez à peu près compris comment ça fonctionne. Je fais juste encore une aparté sur les textures, parce qu'on n'a pas encore vu. C'est intéressant ça, je ne savais pas que je pouvais faire ça. Alors, on va aller voir, par exemple, notre panneau des Mélines, voilà, et l'affectation des textures ici. Donc, lorsque j'ai importé l'objet, il a importé les textures qui vont avec. Et en fait, il ne faut pas confondre dans Unity, comme dans tous les logiciels 3D, les textures avec les matériaux. Les textures, ce sont les fichiers que voici. Hein. En l'occurrence, ça c'est le fichier de l'infante, qui est un PNG, hein, un PNG avec sa transparence, qui est un fichier image, hein, en format PNG. Alors attendez, je me suis perdu dans mes fenêtres. Elle est où ma fenêtre voilà. Et en fait, ce fichier-là a généré un matériel. C'est-à-dire, en fait, ça c'est le matériau, hein, qui est affecté à l'objet. C'est-à-dire, ce qui est affecté aux objets, ce n'est pas le fichier image, la texture, c'est un fichier matériau. Hein. Si je regarde les paramètres de cet objet, ce que j'ai à l'intérieur, dans l'inspecteur, ce sont ici, hein, des matériaux que vous voyez là, les voici. Hein, c'est-à-dire que dans Mesh Renderer, les deux fenêtres contiennent le matériau, Materials texture de face, et le Materials texture de face verso. Et en fait, ces matériaux contiennent les textures. Et là, on est en standard, dans un shader de type standard. Et regardez, ce que j'ai fait, c'est que, alors c'est le dos, on va regarder la face. Ici, vous avez la texture, et en l'occurrence, elle réagit à la lumière. C'est-à-dire qu'elle n'est pas lumineuse. Donc, si je crée Asset, GameObject Light, si je crée une Point Light, voilà, je suis obligé de l'éclairer pour qu'on commence à voir mes personnages. Voilà. Là, la texture, pour l'instant, ne fait que réagir à la lumière. Pour la rendre lumineuse, ce que j'ai fait, c'est que, toujours dans mon matériau, ici, je vais activer la fonction émission, hein, et je vais l'informer et mettre la même texture, la même image dans le dossier émission, ce qui la rend lumineuse. D'ailleurs tellement lumineuse qu'elle va devenir surexposée du fait qu'elle génère de la lumière et en plus est éclairée par la lampe que je viens de créer et que je vais effacer. Donc ça, c'était juste une petite aparté sur la gestion des textures. Et la prochaine étape que nous allons voir, c'est comment importer un objet réalisé dans Cinema 4D à l'intérieur de Unity via l'export FBX. Hein, c'est-à-dire qu'on va revenir sur les tutoriaux précédents, hein, qui était le tuto de la tête à Toto, où nous avons fabriqué une tête à Toto en mesh, en modélisation polygonale, et nous allons maintenant importer, hein, dans le prochain tuto, la tête à Toto dans ce prototype de nos muséums, hein, en format FBX, hein, en format standard FBX. Voilà, bah, merci de votre attention et au prochain tuto.